Et si on prenait l'ascenseur pour aller dans l'espace, et si la Terre avait deux soleils, et si on lâchait un tyrannosaure dans la nature? Voilà des questions plutôt incongrues, mais dont les réponses, vous allez le voir, bousculent les idées reçues. Merci René Cuillerier d'être avec nous. Alors vous êtes journaliste, physicien de formation, et vous publiez donc ce livre aux éditions Belin, Et si la Terre était plate, 36 questions. Pas si absurde que ça, un projet qui est né dans le magazine Science et Vie Junior pour lequel vous écrivez. Mais d'abord, comment vous viennent ces questions déconcertantes? Ça dépend lesquelles. D'abord, il faut en trouver une tous les mois. Donc, au bout d'un C'est une rubrique qui s'appelle Les Si, c'est ça. Il y a des questions comme celle qui fait le titre, Et si la Terre était plate, qui sont un peu évidentes, parce que c'est des questions en fait, que tout le monde s'est posées. Enfin, en tout cas, tous les peuples de la Terre se sont posés à un moment ou à un autre. Il y en a d'autres, c'est des questions de lecteurs. Il y en a, c'est des paris. C'est arrivé que des amis... Lesquels, par exemple, sont des paris? Le Dahu, c'est un défi. Pas un pari, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il faut dire ce que c'est, le Dahu, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, le Dahu, c'est un animal légendaire qui est la source de nombreuses farces. Et on explique comme ça dans les montagnes, dans les Alpes et dans les Pyrénées, qu'il y a des animaux qui ont les pattes d'un côté plus courtes que de l'autre côté, de façon à pouvoir se tenir debout dans une pente. Voilà, donc c'est ça. Celui-là, par exemple, c'était un défi d'un ami qui m'a mis au défi de... Et vous avez plutôt bien réussi. Alors, poser ces questions étonnantes, est-ce que c'est un moyen de capter d'abord l'attention du lecteur? Alors, c'est une façon déjà, moi, de m'amuser. J'espère que ça amuse aussi le lecteur. On sent que vous vous amusez. Oui, c'est très rigolo à faire. Mais c'est aussi une façon d'étudier les lois de la nature d'une façon moins familière, dans un contexte un peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on s'aperçoit, c'est toujours l'occasion de se dire, tiens, là, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Et de... Vous-même aussi, ça vous pose des questions? Bien sûr. Quand vous faites les démonstrations, justement, après ces questions-là? Moi, le premier, au départ, je ne sais pas où ça va. Donc, effectivement... Vous partez pas de la réponse, en fait, c'est ça? Jamais. Jamais. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en utilisant les lois de la nature, on finit toujours par trouver des trucs rigolos. Alors, on va passer à quelques-unes des questions de ce livre. Il y a notamment celle-ci. Et puis, si le sexe n'existait pas, eh bien, vous répondez en clair que la vie fonctionnerait bien mieux selon les biologistes. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Alors, d'abord, avec beaucoup de documentation, en regardant ce que les biologistes ont cherché, et en m'apercevant qu'en fait, la question qu'eux se posent, c'est comment se fait-il que le sexe existe? Parce que, alors, il faut un petit peu d'imagination, mais effectivement, ça a plein d'inconvénients, le sexe, d'un point de vue biologique. Et notamment le fait que c'est dangereux, parce que d'une façon ou d'une autre... La compétition aussi. Il faut se faire remarquer d'éventuels partenaires dans un monde plein de prédateurs, c'est jamais une très bonne idée. Enfin bon, il y a toute une série de désavantages comme ça. Et donc c'est un grand mystère de la biologie, pourquoi le sexe existe? Voilà. Et la réponse est... Tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse, mais disons que grosso modo, l'idée c'est une question de système immunitaire. Alors l'idée c'est que dans un monde sans sexe, tout le monde... D'abord, il n'y aurait que des femelles, et tout le monde est le clone dans une espèce, tout le monde est le clone de tout le monde. Et donc, s'il y a une bestiole, un virus, un microbe quelconque qui arrive à infecter quelqu'un, il arrivera à infecter toute la famille, c'est-à-dire toute l'espèce, et à la faire disparaître. Alors que, avec le sexe, le système immunitaire est tiré au hasard entre les deux parents, il est donc plus varié. Et ça permet, même s'il y a une épidémie, c'est bien le diable s'il n'y a pas quelqu'un qui résiste. Alors vous faites aussi passer quelques messages dans ce livre avec des questions, notamment sur « Et s'il n'y avait pas eu de combustible fossile ?» Vous écrivez qu'on se serait très bien débrouillé. On peut imaginer qu'on aurait pu se débrouiller, effectivement, en utilisant à la place du charbon fossile, la houille, du charbon de bois, en plantant un arbre à chaque fois qu'on en coupe un et en développant une espèce d'industrie durable, du moins durable pendant les premiers temps, parce qu'on finit par s'apercevoir que quand on arrive à une civilisation industrielle de la même ampleur que la nôtre, à partir du charbon de bois, on finit par avoir d'autres types de problèmes, notamment le refroidissement climatique. Et que la morale de l'histoire, c'est que quelle que soit la façon dont vous bâtissez une civilisation, ça marche bien au début, mais à un moment ou à un autre, il faut savoir se révolutionner. Elle doit changer sa façon de fonctionner. C'est ce que vous écrivez. Alors, on va parler d'une question qui intéresse bien évidemment nos téléspectateurs francophones. Et si on parlait le français du 31e siècle, qu'est-ce que ça donnerait, René Cuillerier? C'est une des questions que vous posez dans le livre. Oui, c'est très difficile de répondre. D'ailleurs, je ne prétends pas avoir répondu à la question complètement. Il n'y a pas un dictionnaire du français du 31e siècle dans le livre. Mais par contre, c'est intéressant de voir comment les linguistes étudient l'évolution des langues.
et ce que ça peut donner pour le français. Notamment, une des choses que j'ai apprises en faisant cet article-là, c'est le fait que les fautes d'aujourd'hui sont la norme de demain. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on dit aujourd'hui qui sont le français correct et qui auraient fait rire les gens au XIVe siècle ou au XVe siècle parce que c'est... La langue est en perpétuel mouvement, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais c'est pire que ça, c'est que c'est des fautes. Par exemple, quand on dit fromage, c'est une faute. Au XIVe siècle, les gens auraient rigolé parce qu'on disait formage. Ce qui est logique d'ailleurs, en fait. C'est du lait caillé auquel on donne une forme. À quelle nouvelle question peut-on s'attendre de votre part? Vous avez déjà réfléchi? Alors là, il y a un lecteur qui m'a posé une colle sur laquelle je suis en train de travailler. C'est « Et si on descendait du chat à la place du singe ?» Alors, qu'est-ce que ça donnerait? Vous y avez déjà surprise, pensé? la réponse sera dans Sciences et Vues Junior d'ici quelques semaines. Merci à vous d'avoir été avec nous. Votre livre « Et si la Terre était plate » est publié aux éditions Belin. Voilà, c'est un livre passionnant qui amuse aussi également beaucoup. On s'instruit en s'amusant, ce qui est très bien. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous.